Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau en direct sur la page Facebook de Paris-Normandie. C'est le numéro 3 de notre rendez-vous, de votre rendez-vous désormais quotidien sur PNTV. Tous les jours donc, du lundi au vendredi à midi, jusqu'à 13h à peu près. Informer, sensibiliser, expliquer, interagir, surtout avec vous bien sûr et nos invités. C'est ce que nous vous proposons dans Ligne ouverte. Sur le plateau pour répondre à toutes vos questions et puis aussi pour accueillir nos invités par téléphone, toujours bien sûr, parce que nous respectons les consignes strictes de sécurité sanitaire. Vous voyez, vous avez le plan large de ce plateau. Lorsque, effectivement, nous, avec Anthony Quindroy et Thierry Rabillet, faites comme moi, ne me laissez pas seul. Je suis tout seul là à le faire. Voilà. On est à plus d'un mètre. Nous ne nous touchons pas, nous sommes à peu près à 1,50 m les uns des autres. Et tous nos invités sont invités sur le plateau ici, sont conviés par téléphone. Bonjour Anthony Quindroy, journaliste résident de Ligne ouverte. Bonjour Sylvain. J'ai trouvé cette formule, journaliste résident. Et bien voilà, je reste confiné sur le plateau. Et puis on ouvre comme chaque jour avec le rédacteur en chef de Paris-Normandie, Thierry Rabillet. Bonjour. Bonjour. Alors Thierry, aujourd'hui, jeudi 19 mars en direct, puisqu'il est midi 6, vous ouvrez sur un titre. Alors il est clair, il est net, il est puissant. L'état d'urgence sanitaire, expliquez-nous les derniers points d'actu. C'était l'information qui a été publiée hier, effectivement, qui a été communiquée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe lors de sa dernière intervention télévisée. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, effectivement, a été voté, a été débattu dans l'Assemblée nationale avec les députés, le vote de cet état d'urgence sanitaire. Puisque la situation continue d'être très compliquée, on s'attend bien sûr à une intensification des cas positifs au virus Covid-19. Donc on est vraiment dans un état d'urgence. Emmanuel Macron avait parlé à lui, nous sommes en guerre, et l'état d'urgence sanitaire est désormais décrété et va devoir sûrement perdurer encore pendant de longues journées. Mais concrètement, l'état d'urgence sanitaire, ça ne change rien aux mesures qui ont été annoncées auparavant en termes de confinement. Elles permettent simplement au gouvernement de déclencher des mesures directes sans réunir les chambres parlementaires afin d'en débattre et avant de sortir un décret. Moi j'ai une question toute simple. Je voudrais me faire le relais de ces quelques rares personnes que l'on rencontre en ville, puisque nous les journalistes, nous sommes parmi les rares à être autorisés à circuler, bien sûr pour continuer à vous informer. On va vous passer un sujet réalisé hier soir dans les rues de Rouen à 18h. J'ai personnellement été en contact avec des personnes, alors évidemment à plus d'1,50 m, évidemment, et pour les mesures de précaution sanitaire, mais ce qui ressort des contacts, Thierry Rabillet, que j'ai avec les personnes, avec nos concitoyens, ils se demandent s'il faut vraiment avoir peur. Bien sûr, la peur est un sentiment partagé par beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est un sentiment qui est alimenté aussi par des chiffres concrets. On s'aperçoit qu'il y a une augmentation en France, comme dans nos pays voisins, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, de cas positifs. Donc effectivement, il y a une vraie crainte à la fois pour soi-même, aussi pour sa famille. Et globalement, avec l'augmentation des chiffres, c'est exponentiel. Il y a eu hier, il y a eu 2 nouveaux décès qui ont été enregistrés au CHI d'Elbeuf-Louviers, une personne de 75 ans, une personne de 65 ans. Édouard Philippe a rappelé hier soir aussi lors de son point presse avec le directeur de la santé publique qu'il y a 50% des gens hospitalisés aujourd'hui ont moins de 60 ans. Donc on est sur une population jeune, on n'est plus uniquement sur une population des aînés. Donc on se retrouve effectivement sur des cas positifs avec une population qui est touchée globalement entre 20 et 80 ou 90 ans. Pendant que effectivement vous nous parlez, Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris-Normandie, on voit là en image off des vues de votre édition d'aujourd'hui. Moi je voudrais le dire parce que je suis très à l'aise, moi je ne m'occupe que de l'audiovisuel, donc je ne suis pas un journaliste du print. Vous faites, permettez-moi de le dire Thierry et puis Anthony aussi, puisque vous faites partie de l'équipe, et puis à toute l'équipe aussi des journalistes, vous faites un journal vraiment très 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 complet, vraiment. C'est un journal de crise on en a consacré aujourd'hui 20 pages spéciales effectivement à cette crise inédite. Demain on repart sur 20 pages effectivement spéciales sur comment en Normandie on gère cette crise, à la fois dans les hôpitaux, dans les pharmacies. On va rencontrer aussi les familles, les parents qui sont à domicile, les gens qui font du télétravail, les chefs d'entreprise et les salariés qui continuent à travailler ou qui ne continuent pas à travailler. On suit aussi les équipages de police pour savoir comment ils contrôlent, combien de contrôles. On est allé faire un reportage aux pêches de Dieppe aussi pour savoir comment les pêcheurs, eux, ils peuvent continuer à travailler. Mais si derrière, globalement, leurs poissons restent à quai puisqu'il n'y a pas d'acheteurs, les restaurants sont fermés.
Il y a de plus en plus de supermarchés aussi qui sont très prudents sur les quantités. Donc on essaye d'expliquer, de faire vivre au quotidien cette crise afin de comprendre comment tout le monde doit s'adapter, puisqu'on est vraiment c'est un collectif, tout le monde c'est le nous qui doit l'emporter. On est sur une adaptation généralisée. Il faut que ce soit un collectif et pas seulement quelques personnes individuelles ici et là. Justement, pour informer encore mieux et pour permettre à toutes et tous d'avoir accès le plus facilement possible à cette information, Paris Normandie lance une offre tout à fait inédite. C'est une offre 15 jours offerte d'ailleurs, 15 jours gracieuse. On vous propose d'avoir accès à un abonnement papier pendant 15 jours pour offrir par exemple à vos parents. Ça s'appelle « Soyons tous solidaires ». Et dans le même temps, vous qui offrez par exemple à nos aînés, à vos parents, aux anciens, un abonnement papier pour profiter de toute cette information très dense que vous propose dans son journal le papier Paris Normandie, eh bien, vous qui offrez cela, eh bien, on vous offre également l'accès total à tous nos contenus du web, puisque vous le savez, parfois, certains contenus sont réservés aux abonnés. Et bien là, c'est pendant 15 jours. L'opération s'appelle « Soyons tous solidaires », c'est un hashtag, et puis hashtag également « Restez chez vous ». Ça, c'est une offre, Thierry Rabillet, qui a vocation à rapprocher encore plus nos concitoyens d'un journal qui, chaque jour, leur délivre une information absolument indispensable. Un journal quotidien, c'est un journal qui doit rendre service, qui doit donner beaucoup de conseils pratiques, qui doit permettre à un habitant d'une région de mieux vivre dans sa région en étant bien informé, à la fois avec de l'actualité, de l'information, mais aussi avec du pratique du service. Donc là, effectivement, dans une situation où les gens ont des contraintes renforcées concernant leurs déplacements et leurs conditions de vie quotidiennes, effectivement, c'est encore davantage le rôle d'un quotidien régional à travers ses éditions papier, mais aussi, bien sûr, son site internet, ses réseaux sociaux, sa web TV, comme on le voit aujourd'hui depuis encore à midi, on est ensemble. C'est de donner de l'information en permanence aux gens pour que les gens soient complètement en phase avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est aussi une façon, je me permets d'intervenir, mais c'est aussi une façon de dire aux gens, voilà, attention aux fake news. Là, vous avez une information qui est vérifiée, qui est vraiment travaillée. Et, ça qui est vérifiée, validée, sourcée. Voilà, sourcée, et ça permet de lutter contre... toutes les fake news qu'on peut voir sur Internet. Elles sont nombreuses. Il y en a une belle qui a circulé d'ailleurs dernièrement. Un créatif, je l'appelle comme ça, un créatif. On va peut-être pas en parler plus. Mais on va pas en parler plus, on va le laisser. Mais effectivement. D'ailleurs, c'est effectivement, je fais une petite parenthèse, on nous interpelle souvent, soit par mail, soit sur notre page Facebook, des gens qui nous posent des questions sur la situation, qui nous décrivent des situations ou qui ont entendu parler de certaines choses. On lit tout, on écoute tout et ensuite on vérifie, on recoupe. Donc on peut aussi, ne soyez pas impatients, les internautes, les gens qui sont sur nos réseaux sociaux, qui attendent des réponses de notre part. Ouais. Chacun attend une réponse toujours très rapide. C'est comme chez le médecin. Quand on arrive chez le médecin, on voudrait passer en premier. Et donc, on vérifie, on recoupe. Et ne vous inquiétez pas, on n'oublie rien. Et lorsqu'il y a une réponse à apporter, on le fera. On ne cache rien. On sera transparent tout au long de cette période. Alors, vous êtes avec nous, encore une fois, je le répète souvent, mais ce programme tous les jours à midi en direct, on le fait vraiment pour vous. Et puis, vous nous aidez à le faire, puisque avec les questions que vous nous posez, eh bien, vous nous aidez à informer plus largement tous ceux qui sont connectés. Vous êtes plusieurs à poser déjà des questions. On va les garder, si je puis dire, en stock pour Bruno Burel, notre médecin consultant qui va nous rejoindre là dans quelques minutes. 1000 personnes guéries jusqu'à présent, nous demande un internaute. Par quel traitement? Vous avez une réponse ou on garde pour Bruno Burel? Alors, on va laisser un médecin répondre. On va laisser le médecin répondre. Mais sachant que ce sont des infections avec des gènes respiratoires, donc forcément, ça peut être jusqu'à l'intubation, ça va être aussi mis sous oxygène. Donc c'est pour permettre aux patients qui souffrent justement d'une insuffisance respiratoire un peu forte de retrouver cette capacité. Mais effectivement, on a un médecin qui sera en ligne avec nous tout à l'heure. On va le laisser rentrer dans le détail et laisser le spécialiste s'exprimer. Nous sommes des généralistes et pas des spécialistes. Absolument. Par contre, une question, je suis sûr que vous allez savoir y répondre. On nous pose la question. Je dois sortir en voiture. Nous prévoyons d'y aller à deux. Est-ce que nous avons le droit, avec chacun notre autorisation, notre attestation, avons-nous le droit d'aller à deux dans notre voiture? Le préfet l'a rappelé hier, 2 personnes qui sont confinées ensemble peuvent faire des choses ensemble, enfin sortir en voiture, etc. Si ce sont 2 personnes qui sont confinées séparément, elles ne peuvent pas par exemple, se retrouver... 2 conjoints qui évidemment vivent ensemble, j'imagine passent la nuit ensemble, par exemple, voyagent ensemble dans la voiture, eux ils ont le droit. Il faut par contre qu'ils aient chacun leur attestation dérogatoire qu'on publie d'ailleurs aussi dans le journal quotidiennement. Une question également d'un internaute, bien sûr, la relation aux animaux domestiques, elle pose plein de questions. On nous dit, je vais chez le vétérinaire demain faire retirer les fils à mon chat qui a subi une opération. Est-ce que j'ai le droit d'y aller?
Toujours avec cette attestation dérogatoire. La vie est ralentie, mais la vie continue tout de même. Les vétérinaires continuent de travailler sur rendez-vous. S'il n'y a pas d'urgence pour un animal de compagnie, il faut à ce moment-là effectivement attendre. Mais s'il y avait une opération qui était prévue et si le vétérinaire considère qu'il faut maintenir le rendez-vous, la personne peut s'y rendre. Mais on a l'attestation dérogatoire sur soi, on ne l'oublie pas. Et on rentre chez soi directement après en limitant les contacts avec les personnes. Voilà, tout simplement cette attestation dérogatoire que vous montrez actuellement. Là, je ne sais pas si on l'a à l'écran, mais elle est publiée tous les jours dans votre quotidien. Oui. Et on continuera à la publier tous les jours en 4 exemplaires afin de faciliter la vie de nos lecteurs qui n'ont pas forcément, comme on l'expliquait hier, une imprimante à domicile et pour leur épargner le travail d'écriture manuscrite. Voilà, après, pour repréciser ce que disait la question de l'internaute concernant les vétérinaires, il y a une liste de professions qui sont autorisées à continuer à travailler, à accueillir du public. Après, ce qu'on s'aperçoit au quotidien, au jour le jour, en vivant sur le terrain, en y allant, on s'aperçoit qu'il y a des activités qui ont le droit de continuer et qui vont adapter leurs heures d'ouverture. Ce qu'ils s'aperçoivent finalement depuis lundi, que les gens changent aussi leurs habitudes, respectent ces consignes de confinement et qui sortent moins. Donc, exemple, ce matin, j'habite à Rouen, donc un exemple très concret. Place du Vieux-Marché à Rouen, la Civette du Vieux-Marché, c'est un bureau de tabac presse qui distribue donc la presse nationale et Paris-Normandie. Ils se sont aperçus depuis 2 jours maintenant que les gens sont beaucoup moins nombreux l'après-midi. Ils vont fermer à 15h, alors qu'habituellement, c'est un établissement qui travaille 7 jours sur 7 jusqu'à 20h. Ils vont fermer à 15h à partir d'aujourd'hui. Et pour les vétérinaires, par exemple, une dernière chose, mais ils vont plus avoir 15 personnes dans les salles d'attente. Ça va être des rendez-vous qui seront vraiment pris au fur et à mesure pour éviter que les personnes soient confinées, enfin en tout cas soient trop proches dans les salles d'attente et qu'il puisse y avoir une propagation du virus, si virus il y a. Voilà. Merci messieurs, on continue à vous informer au plus près de vos questions puisque je les note là, elles nous arrivent nombreuses. Bien sûr un certain nombre de questions l'on va poser au docteur Bruno Burel qu'on appelle tout de suite. Pendant qu'on vous passe ces images, regardez, c'est un reportage qui a été fait hier soir à 18h dans les rues de Rouen. On doit le dire, c'est assez impressionnant. Ouais, alors moi cette journée, je l'ai passée en partie chez moi, des courses ce matin, et puis là j'ai fait un petit tour dans la ville parce qu'on a le droit de s'aérer quand même. Et, en fait on habite juste à côté, donc voilà. Et on se retrouve un peu sur le banc pour discuter, avec parfois des voisins qui viennent, quoi. Ça m'angoisse, monsieur, ça m'angoisse. C'est cette ville triste, je croirais la fin du monde. Et oui, non, ça va pas en fait. Voilà, ça fait que 3 jours et ça va pas. Voilà. Comment vous essayez de compenser ? Mais moi, jusqu'à temps où moi je m'occupe chez moi et tout ça, mais à un moment donné, il faut que j'habite en ville, il faut que je voie du monde, etc. Enfin, qu'il y ait un petit peu, un tant soit peu de vie, hein, je ne demande pas la cohue et tout ça, mais là, ça fait fin du monde, quoi. C'est terrible, c'est dur à supporter, dur. Écoutez, moi je suis étudiante à Paris, donc là je suis rentrée chez mes parents. Du coup c'est un peu compliqué parce que je suis censée être en examen et du coup tout se passe à distance et je suis assaillie de mails par mes professeurs pour pouvoir essayer de continuer ma formation à peu près normalement, quoi. C'est assez spécial parce que du coup tout est confiné, tout est réduit, on ne peut plus sortir mis à part pour faire les courses ou que pour des grandes nécessités. À la fois, on dirait une atmosphère de vacances parce qu'on ne travaille pas, mais d'un autre côté, il y a un côté un peu angoissant parce que tout est vide et tout est fermé. Mais la vie continue quand même, quoi. Et je me remets au sport du coup. Ça fait une demi-heure que je cours. Sur les quais, ça fait du bien. C'est la bonne chose de rester confiné. Faut attendre. Moi, je cours pendant ce temps-là. Je suis médecin très vieux, un très très vieux médecin et très accro. Donc j'envoie des ordonnances à mes patients qui ne peuvent pas venir me voir parce que le centre dans lequel je travaille est fermé. Et en plus je m'ennuie un peu. Et en plus j'en profite pour ranger mes affaires. Voilà, je mets de l'ordre. C'est de marcher dans la ville,
d'essayer de m'asseoir 2 secondes au square Verdrel et puis de dégager parce qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit. Vous avez été contrôlé ? Non, mais c'était une petite camionnette de gendarmerie qui m'a demandé de rentrer le journal et de dégager. Et ben moi, je continue à travailler en télétravail depuis vendredi, en fait. Là, on va être totalement toqués et j'ai peur que pour le télétravail, on devienne, moi qui suis une génération de 50 ans, complètement accro des écrans. Mais bon, néanmoins, on recrée là comme ça d'autres relations. Je crois qu'on va faire preuve de solidarité aussi. Voilà, c'était hier soir, il était 18h, on était dans les rues de Rouen. Bruno Burel, notre médecin consultant PNTV est en ligne. Bonjour Monsieur Burel, bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver. Vous êtes un peu notre médecin habituel. Juste avant de vous poser des questions très simples que nous posent des internautes, Anthony Cadroy, journaliste à Paris Normandie, depuis 24 heures, dans les nouvelles infos qui arrivent, qu'est-ce que vous avez retenu le plus ? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus ? Ce qui m'a frappé, on l'a vu là dans le reportage, c'est effectivement la ville déserte. C'est ces gens qui semblent avoir, en tout cas à Rouen, compris le message de rester chez soi. Puis il y a aussi, au niveau international, les images que j'ai pu voir ce matin chez des confrères italiens, les images de Venise avec cette eau qui redevient totalement translucide en peu de temps. L'impact sur l'environnement que ça peut avoir, ça c'est quelque chose que je vais suivre parce que ça m'intéresse vraiment. Alors c'est très, très amusant, si je puis dire, que vous me parliez de Venise, parce que je veux dire, l'impression que j'ai eue hier à 18h avec ces rues totalement désertes, il y a une dame qui a dit dans le reportage d'ailleurs, c'est la première fois que j'entends le bruit de mes pas dans la ville. Et quand vous êtes à Venise, en dehors des circuits touristiques, dans la vraie Venise où il n'y a personne dans les rues, vous entendez aussi, on a un peu cette impression-là. Alors, docteur, alors juste une précision, parce qu'un internaute voit les micros, effectivement, les micros PNTV qui interviewent les gens dans la rue, on nous dit, sont-ils bien désinfectés ? Alors d'abord, vous n'en avez pas conscience parce que c'est filmé de derrière. Le micro est à déjà bonne distance de la personne, ce qui nous pose un problème d'ailleurs pour remonter le son. Je ne vais pas être trop technique. Après chaque reportage, le micro, il est désinfecté avec un spray antiseptique et il est ensuite mis dans le réfrigérateur, mais dans la partie freezer, congélateur, parce que nous le savons médicalement, et le docteur Burel va certainement nous le confirmer, ça tue tous les virus, n'est-ce pas, docteur ? Oui, enfin, il faut que ça soit suffisamment longtemps au grand froid. Hein. C'est pas en le faisant passer 5 minutes dans le freezer. Non, on les laisse 2 heures dans le congélateur. Dans le congélateur, ça doit être suffisant. D'accord, très bien. Ça doit être suffisant, ça reste à prouver puisque c'est un virus assez particulier qu'on ne connaît pas et qui semblerait quand même persister selon certaines études sur les surfaces pendant 2-3 jours en l'absence de désinfection. Donc il faut quand même être prudent dans nos affirmations. Ça a évolué parce qu'au début de la crise, on nous parlait de 2-3 heures et maintenant on nous parle de 2-3 jours. C'est une publication d'hier. Ça dépend des surfaces, effectivement. Alors, docteur Bruno Burel, question... Peut-être la première question qu'a posée l'auditeur tout à l'heure sur la guérison. On parle des cas guéris, donc il y a un auditeur qui nous posait la question, comment on guérit du Covid-19 aujourd'hui ? Docteur. De toute façon, on guérit toujours soit on garde des séquelles, soit on en meurt, soit on guérit totalement d'une infection virale, quelle qu'elle soit. Alors après ça, il y a des infections chroniques, mais pour l'instant, avec le Covid-19, il n'y a pas de notion de pathologie chronique, comme par exemple dans des séquelles d'hépatite virale ou des choses comme ça. La majorité des gens, sauf complications graves, vont guérir de cette infection virale et guérir complètement. Le petit point quand même, c'est que une fois qu'on est guéri, c'est-à-dire qu'on n'a plus mal à la tête, on n'a plus de fièvre, on n'a plus mal nulle part, on retrouve sa forme comme après une grippe, il n'est pas exclu qu'on soit encore contagieux, puisque certaines études, là encore, disent qu'on peut excréter le virus pendant 30 secondes. Alors justement, docteur, entre le début de la maladie et la fin de l'excrétion. Docteur, justement, ça rejoint une question d'un internaute que j'avais bien noté. Ça lui apportera satisfaction si la personne est toujours en ligne avec nous. La question qu'on nous pose, c'est j'ai eu le coronavirus, j'ai été infecté, je suis guéri. Est-ce que je reste contagieux ? Et deuxième question, est-ce que je peux l'attraper à nouveau et quand ? Alors, réponse à la première question, oui.
selon certaines études, on peut rester contagieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début de l'épidémie, on mettait les gens en 14 jours. Et puis, certaines études ont dit, oui, mais c'est peut-être pas suffisant parce qu'on peut être contagieux 20 jours. Et donc, d'autres, actuellement, disent qu'on pourrait, certains patients, pas tous, pourraient excréter encore le virus sur une totalité de 37 jours. Mais c'est très variable. C'est comme la durée d'incubation, elle peut être très variable de 2 jours jusqu'à 10 jours. Donc il y a beaucoup de choses encore fluctuantes puisque c'est un nouveau virus, aucune immunité n'y est préparée et visiblement on ne réagit pas tous de la même façon. Docteur, donc, prudence, à la fin de la guérison, restons le plus possible à distance des autres. Docteur, question des internautes qui nous suivent dans Ligne ouverte sur PNTV. Le don de sang. Une personne, manifestement, souhaite faire un don de sang et on ne peut que la féliciter. Elle nous dit tout est plus ou moins fermé, difficile d'accès. Comment je fais pour faire un don de sang? Écoutez, je n'ai pas la réponse. Il faudrait qu'on téléphone à la transfusion sanguine pour avoir cette réponse. Et c'est un vrai problème parce qu'à mon avis, il va y avoir besoin de sang et je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas été confronté à cette difficulté à vérifier pour demain. Alors la question qui se pose aussi corrélative, c'est on nous pose la question, y a-t-il des risques? Oh, je ne pense pas. De toute façon, les gens qui vont, c'est peut-être pour ça qu'il y a une suspension, peut-être des prélèvements sanguins. Ils vont sûrement être testés avant d'être prélevés. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous êtes testé négatif au Covid-19, il n'y a pas de risque. Alors, question qui s'adresse peut-être à vous, docteur, puis aussi peut-être à Anthony Quindroy et Thierry Abillet. On nous dit, quid des Uber, Deliveroo et Blablacar? Oui, c'est un vrai problème. Moi, je me pose la question comme vous tous. On nous interdit d'aller dans les magasins où certains respectent parfaitement bien les distances et puis on laisse tourner les Deliveroo, les Blablacar et donc on laisse tourner Amazon qui fait tourner des camionnettes qui vont partout. C'est une vraie question. Je pense que dans les jours qui viennent, on aura des directives un peu plus précises. Pour l'instant, ça paraît encore un peu flou et un peu contradictoire. On ne peut pas non plus arrêter tous les besoins. Moi, je pense, je vous en parlerai après s'il y a une autre question. Oui, docteur, on va écouter, parce qu'on doit avoir à 12h30 Hervé Morin, le président de région, avec nous. Je vous propose qu'on vous laisse quelques instants et puis on vous rappelle dans la deuxième partie du programme, si vous en êtes d'accord. Oui, si vous voulez. Très bien. Merci à tout à l'heure, docteur Bruno Burel. On vous propose maintenant un petit sujet en images et pendant ce temps-là, on va établir le contact avec Hervé Morin. Ce petit sujet en images, il a été fait auprès d'un psychologue. C'est le psychologue des catastrophes. Et vous allez voir que, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Le fait d'être confiné chez soi, la relation entre les êtres humains, tout ça, c'est pas neutre. Regardez, on se retrouve juste après. La réaction psychologique des populations dans les situations de pandémie est adaptative, c'est-à-dire qu'il y a une inquiétude légitime puisque les informations scientifiques plaident en particulier actuellement pour un confinement sur le plan épidémiologique, mais il n'empêche que ça veut dire aussi changer les habitudes, se retrouver dans des lieux peut-être étroits, en promiscuité avec des membres de la famille qui sont revenus. Et donc l'impossibilité de sortir, ce n'est pas dans notre tradition. Ça va donc être, pas dans les premiers jours, mais possiblement un stress qui va augmenter au fur et à mesure que les gens se sentiront enfermés, surtout s'il fait beau dehors. Et pour les personnes isolées, en particulier les personnes âgées, on peut avoir des moments d'autant plus anxiogènes. Donc c'est à prendre en compte. Ça peut être des petits conflits en famille, donc nécessité d'organiser des emplois du temps pour que chacun trouve des rituels, remplisse le vide, puisque dans les premiers jours, il va y avoir le rangement, la lecture, les chaînes de télévision éventuellement, mais il va falloir aussi penser à communiquer par téléphone essentiellement ou par FaceTime ou autres vidéos, pour ne pas rester seul, garder le groupe social, donc les réseaux sociaux sont très utiles, et en particulier pour les personnes âgées, téléphoner plusieurs fois pour qu'ils ne perdent pas leurs repères, parce que pour certains, ça va être l'absence aussi de leurs proches. On sait aussi qu'il peut y avoir
parfois des émeutes ou des échauffourées parce que certains ne comprennent pas ou ne se sentent pas concernés, c'est connu dans toutes les catastrophes, avec des débordements à prévoir et à anticiper, qui peuvent être légitimes puisque par définition, à part dans les zones concernées, il y a de grandes parties du pays où les gens voient ça de très très loin et n'ont pas encore assimilé le fait qu'il peut y avoir un danger qui les concerne eux ou leurs proches. Il faut savoir aussi que rester confiné, ça veut dire aussi, les études le montrent, prendre du poids puisqu'on est moins actif que d'habitude. Donc il est nécessaire dans les recommandations, qui sont d'ailleurs aussi bonnes pour les défenses immunitaires, de faire du sport, donc vélo d'appartement, activité de gymnastique, et puis aussi bien manger, bien dormir. Et ceci doit permettre de passer le temps, mais il est clair qu'on verra ça au bout de 2 semaines, mais certains vont avoir du mal, les gens en particulier très hyperactifs ou très anxieux, qui ont du mal à rester en place. Il va y avoir des difficultés d'adaptation probablement, à anticiper. Voilà, merci. C'était un reportage de François Leroy et de notre partenaire Actua Prod. Christian Navarre, je le précise, est l'auteur d'un livre paru en 2017 qui s'intitule « Du traumatisme collectif à la catastrophe individuelle ». Il s'agit de psychologie et de comportement en situation de crise majeure. Merci à lui de nous avoir donné ses conseils. Et Thierry Rabillet, nous sommes en ligne avec Hervé Morin, président de la région Normandie. Oui, bonjour Hervé Morin. Bonjour Thierry Rabillet. Une question d'actualité rapide là, sur les travailleurs indépendants. Parce que vous avez, les régions vont abonder au fonds qui a été créé avec l'État. Concrètement, comment vous allez procéder et quelles sont la règle à suivre pour les travailleurs indépendants de Normandie pour pouvoir toucher une indemnisation rapide dans ce contexte très compliqué pour eux? Écoutez, nous on a, pardon, je vais pas répondre directement à votre question, c'est pas pour ne pas y répondre, mais peut-être pour refaire un petit panorama d'ensemble. Non, je pense que c'est pas inutile. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, vous pouvez faire un petit panorama sur l'économie normande, puisqu'on sait que la région est très proche des entreprises, a mené des actions depuis 3 ans sur la préservation du tissu économique normand. Mais effectivement, comme les travailleurs indépendants se posaient beaucoup de questions par rapport aux salariés qui pouvaient bénéficier du chômage partiel. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent par nos internautes, nos lecteurs, concernant ces travailleurs indépendants qui se sont sentis peut-être un petit peu, même beaucoup abandonnés au début de la crise. Alors, en clair, ce qu'on a fait, dans un premier temps, avant même toutes les initiatives gouvernementales, j'ai proposé au préfet de région qu'on fasse une cellule de crise commune, qu'on soit regroupés dans une même équipe, collaborateurs de la région, que je remercie d'ailleurs pour leur implication, puisque beaucoup d'entre eux sont en train de travailler. Nous avons dénombré hier, c'est bon à savoir parce que nos compatriotes peuvent se dire le conseil régional est vide, qu'est-ce qu'ils foutent Eh bien hier il y avait plus de 800 collaborateurs qui ont été en télétravail toute la journée. Donc vous voyez, même s'ils ne sont pas physiquement là, certains d'entre eux sont là, notamment les cadres, et puis il y a des permanences dans tous les services, mais tout le monde est au boulot. Et vous allez me confirmer, je crois que cette War Room que vous avez mis en place avec l'État travaille 7 jours sur 7, a même travaillé tout le week-end dernier. Tout le week-end dernier, on a bossé tout le temps. Et donc premier point, donc on récupère tous les dossiers de demande. Alors il y a le chômage technique, il y a ceux qui demandent les reports de cotisation, et puis il y a ceux qui disent j'ai des problèmes de trésorerie, de fonds de roulement, j'ai des problèmes d'emprunt, j'ai des problèmes de garantie bancaire, etc., etc. Donc tout ça, on les traite, et normalement, 2 fois par semaine, mardi et jeudi ou vendredi, je ne sais plus, ils traitent les dossiers et on donne les solutions. Alors mon problème, c'est que bien entendu, je ne peux plus réunir l'Assemblée régionale ni la commission permanente pour décider, pour payer en quelque sorte. Donc j'ai demandé au gouvernement que sans réunir le conseil régional et sans réunir la commission permanente qui me donne droit ensuite de notifier les aides, les subventions, etc., tous secteurs confondus, que nous puissions avoir une dérogation, que ce soit le président qui puisse faire ça. Le gouvernement hier, ou avant-hier, puisqu'on a eu une longue visioconférence avec le Premier ministre et une partie du gouvernement, nous a dit que nous aurions ce droit dans 2 ou 3 jours. Donc dans quelques jours, on pourra libérer les premiers dossiers. Donc vous allez diriger par ordonnance, clairement. Appelez ça comme vous voulez. Voilà. Mais bon, voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit opérationnel. J'ai eu Gérald Darmanin aussi, puisque nous, on mandate, mais ensuite, c'est l'État qui paie. C'est les trésoreries, c'est les postes comptables. Et donc là, Gérald Darmanin m'a assuré que les collaborateurs des trésoreries seraient en situation de pouvoir payer. Ça, c'est le premier point.
Le second, il y a eu ensuite les initiatives du gouvernement, les 300 milliards de garanties sur les prêts bancaires, et ensuite le fonds de solidarité. Ce que nous avons décidé, c'est d'abonder, nous, régions, en totalité, les 13 régions françaises, d'abonder ce fonds de solidarité. Donc l'État met 1 milliard, nous 250 millions d'euros. Dans ce fonds de solidarité, il y a 2 volets qui ont été décidés par le gouvernement. Le premier volet, c'est une aide directe de 1 500 euros qui va être délivrée, m'a dit Bruno Le Maire, à la fin du mois de mars, et qui donc devrait concerner les TPE, les artisans, les indépendants. Je dis devrait parce que j'imagine qu'on va se retrouver avec des trous dans la raquette quand on va faire marcher les fichiers. Bon. Bruno Le Maire indique que ça devrait concerner 600 à 650 000 personnes. Puis, deuxième volet, ce sont toutes celles et tous ceux pour qui les 1 500 euros, ils vont être nombreux, pour qui ça ne sera pas suffisant. Et donc là, au début, l'État avait dit on va faire une instruction de l'administration centrale. Alors, on s'est dit, si c'est une instruction de l'administration centrale, là on va être dans un cauchemar absolu. Donc on a exigé de l'État que ce soit une instruction, comme nous le faisons déjà en Normandie, État-région, dans une structure comparable à celle qu'on a mise en place, la fameuse War Room dont on parlait. Troisième facteur, c'est que derrière tout ça, quand on va avoir traité tout ça, on va en voir encore, si je puis dire, des tas de gens qui vont se retrouver dans des situations dans lesquelles tous les dispositifs de l'État que je ne décris pas ce que vous appelez les trous dans la raquette. Donc en tout cas, il y a bonjour, pardon, Hervé Morin, Anthony Quindroy. Oui, bonjour. Voilà. Je voulais revenir quand même. Les trous dans la raquette. Donc on va voir ensuite une troisième lame, si je puis dire. Qui donc sera un dispositif région, là, 100% région. J'ai une réunion à 14h30 au conseil régional. J'ai demandé au service de me faire le point budget par budget sur tout ce qu'on peut récupérer à cause de certaines non-dépenses. Je prends un exemple concret. Bombardier a arrêté de produire des trains. Bon, donc ce qui veut dire qu'on va malheureusement avoir des trains neufs qui vont arriver plus tard. Donc nous, on va avoir des dépenses en moins. Et donc essayer de récupérer dans tous les domaines les fonds de tiroir qui vont être disponibles du fait de la crise et de tout foutre sur l'économie. Et donc c'est ce troisième volet qui sera, lui, dédié à toutes celles et tous ceux qui auront été laissés pour compte. Un autre sujet autre que le volet... Oui, parfait. Un autre sujet autre que le volet économique. Vous étiez au gouvernement lors d'une précédente crise sanitaire. Comment vous analysez ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont la crise est gérée? Comme tous les Français, quoi. Je ne veux pas polémiquer, c'est pas le moment, mais j'ai des interrogations, quoi. Franchement. Quel type d'interrogation? Les masques, pourquoi on a si peu de masques? Je prends des exemples simples. J'ai été assailli de demandes pour les auxiliaires de vie, les aides à domicile, qui s'occupent de nos personnes âgées et qui leur permettent de rester à la maison et qui en plus pour l'instant sont totalement confinés, puisque les plus de 70 ans, comme vous le savez, on leur demande de ne plus sortir. Pourquoi ils n'ont pas de masque, quoi? Et justement, est-ce que vous avez une explication pourquoi la France est en pénurie de masques? Comme vous, j'entends ce que dit le Premier ministre, le ministre de la Santé, mais j'ai vu ce qu'a dit Agnès Buzyn, qui me laisse interrogatif. Mais est-ce que vous avez interrogé, par exemple, des industriels en Normandie, des gens qui travaillent dans certains secteurs qui seraient capables de reconvertir des chaînes de production pour produire du masque, du gel hydroalcoolique? Le gel, honnêtement, l'entreprise Batteur fait un boulot maximum et je le remercie. Les salariés bossent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, mon sentiment, c'est, la question des masques. Là, moi, j'ai le souvenir de 2008. On avait une réunion auprès de Nicolas Sarkozy tous les jours. Et alors, on nous a beaucoup reproché après d'avoir trop fait. Mais je vous rappelle que, par exemple, toute la médecine privée s'était vue attribuer des masques. Je discutais de ça avec un radiologue hier qui me disait, moi, j'ai vu arriver des masques en 2008. Alors, parfois, on en a rigolé en disant, ils en ont trop fait.
Mais aujourd'hui, on a des généralistes qui attendent toujours des masques. Or, on voit bien que toutes ces personnes-là sont au cœur du combat que nous menons. Hervé Morin, vous le savez, on est dans ce programme, on est très au contact des internautes qui interagissent et c'est l'objet de notre rendez-vous quotidien. Une question peut-être très très large, mais ça me permet de donner écho à quelqu'un qui la pose. Dites-nous ce que vous en pensez. Question, je dis bien, elle est large. Que faire pour les agriculteurs ? Pour les agriculteurs, attendez, je finis par un point qui mérite d'être rappelé parce qu'on a eu de toute évidence une incompréhension d'une partie de nos compatriotes. Après la déclaration du chef de l'État de lundi soir, tous les Français se sont dit, soit on est en télétravail, soit grosso modo, si on n'est pas dans un des secteurs vitaux du pays, il n'y a plus de travail. Donc tous les chefs d'entreprise ont grosso modo arrêté la production. Peugeot, Renault, Airbus, Bombardier et la plupart des entreprises. En réalité, ce qui est la règle, c'est que pour celles et ceux pour qui le télétravail n'est pas possible, le principe, sauf si on est dans des secteurs interdits, type la restauration, l'hôtellerie, etc., le commerce, le principe c'est qu'on doit travailler. Qu'on doit travailler dès lors que le chef d'entreprise est en mesure d'assurer la sécurité de ses salariés. C'est là, bien sûr, où se pose la question. Donc, un agriculteur, je ne sais pas quelle était la question. Donc, pour le monde de l'agriculture, tout simplement. L'agriculteur, il peut aller travailler dans ses champs sans problème. Nous sommes, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, concernant les collaborateurs, les mêmes règles s'appliquent, si j'ai bien compris, les déclarations du gouvernement sur le chômage partiel. J'imagine que le gouvernement mettra en œuvre des dispositions comparables éventuellement pour les cotisations fiscales ou les contributions sociales. Alors, Hervé Morin, je vous interromps. Je ne sais pas quelle était la question précisément. Je vous interromps, vous parlez du chômage. Je prends un exemple concret. Un paysagiste qui se dit, puisqu'il fait beau, est-ce que je peux aller tondre la pelouse chez mes clients ? Oui, dès lors que la sécurité de ses collaborateurs est assurée, ou la sienne, c'est-à-dire pas être en contact, en clair, avec ses clients, ou à 3 mètres, il peut tondre la pelouse. Et c'était une question d'un internaute. Ça rejoint une question d'un internaute qui nous disait je suis un artisan, peintre, j'ai des travaux en ce moment chez des particuliers. Ils ont des enfants chez eux. Est-ce que je peux y aller ? Est-ce que je peux continuer les travaux ? Donc, je pense qu'Hervé Morin vient d'y répondre à l'instant. J'avais une petite question, Hervé Morin. J'ai eu une longue conversation. Bruno Le Maire nous a redit il y a 2 jours, nous a dit dès lors que les conditions de sécurité sont assurées, dès lors qu'on prend les précautions nécessaires, on peut aller travailler. Et d'ailleurs, je l'ai dit au préfet hier, puisque j'ai eu des témoignages, notamment de 2 entreprises, de 2 artisans, qui m'ont dit j'ai été arrêté, mes salariés ont été arrêtés par la police, l'autre, ou la gendarmerie, en leur disant mais rentrez chez vous. J'ai appelé le préfet, j'ai dit des consignes. Hervé Morin, je vous interromps parce qu'on déborde beaucoup. Je suis désolé, je vous interromps. J'ai tout de même une question, question simple, réponse courte, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des informations concernant la façon dont vont être indemnisés les salariés au chômage partiel, puisque on parle de 84%, on parle de 100%. La règle, quelle est-elle ? Est-ce que ça, vous le savez à votre niveau ? Je ne veux pas dire de conneries, donc je préfère que vous posiez la question à un représentant du gouvernement ou au préfet, parce que moi j'ai entendu 84%, mais ça peut changer aussi, quoi. Enfin, voilà. Bon, Hervé Morin, merci. Je sais qu'on m'a dit que vous étiez pressé. Oui, il faut que j'aille au conseil régional. On va respecter votre agenda et effectivement cet horaire que vous devez respecter. Simplement, juste pour finir, en guise de conclusion, qu'est-ce que serait le message du président de région, là, pour conclure, à nous transmettre, ce qui vous paraît le plus important à nous dire ? À la fois, bien sûr, être, comme tout le monde le raconte et le dit, être super rigoureux sur les questions de confinement et de sécurité pour chacune et chacun d'entre nous et pour ceux qui nous entourent. Et puis de dire que nous, pour ce qui nous concerne, on est super mobilisés, on travaille beaucoup et on essaie de répondre à cet immense tsunami dont on voit qu'il est en train d'arriver sur l'économie française, en essayant de faire en sorte que notre tissu économique soit encore debout quand on sortira de ce cauchemar.
Très bien, merci Monsieur le Président. Comme on le dit régulièrement, selon les besoins et selon l'évolution de l'actualité, on sera peut-être amené à vous recontacter dans les jours prochains, peut-être semaine prochaine, en fonction de l'actu. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Thierry Rabillet, qu'est-ce que vous retenez, juste en 2 mots très brefs, qu'est-ce que vous retenez de cet échange avec le président de région ? Il a dit quasiment les mêmes choses que l'Élysée vient de communiquer toute la matinée sur le côté. Il faut que les entreprises travaillent, il faut que les gens travaillent, il faut que l'économie continue. Donc effectivement, il y a sûrement eu un problème de communication sur le flou lundi d'Emmanuel Macron qui a dit « restez chez vous ». Mais d'un autre côté, effectivement, les entreprises, à partir du moment où il est possible de maintenir les règles de distanciation sociale, effectivement, on peut travailler. Les gens peuvent aller travailler si nécessaire, si les entreprises considèrent que les conditions sont possibles. Effectivement, sur des bureaux en open space où les gens sont côte à côte, en moins d'1 mètre de distance, c'est compliqué, donc le télétravail s'impose. Mais dans d'autres secteurs d'activité, ou lorsque dans des entreprises où les postes de travail sont espacés d'une dizaine de mètres, effectivement, rien n'empêche le fait de travailler. Et on le voit, nous, en étant basés sur les quais de Seine, on voit les trafics tous les jours, les bateaux qui passent, les barges, les camions qui viennent chercher du grain, du blé sur le port de Rouen. On voit qu'il y a une activité qui continue. Et concernant les agriculteurs, effectivement, il faut que les agriculteurs continuent, il faut que les collectes de lait continuent, il faut effectivement que la production agroalimentaire se poursuive. Et la question se posera aussi sur les maraîchers. Il y a une interrogation sur la poursuite ou pas des marchés alimentaires le week-end. Et on sait que les maraîchers, notamment sur le secteur du Seine-Maritime et de l'Eure, qui ont été fortement impactés par Lubrizol, effectivement, si ces maraîchers où on voit que le printemps, les légumes recommencent à revenir plus en nombre, comme les salades, tout ça. Si demain on leur dit plus de marché pour les maraîchers, se posera encore une question de fragilité de leur activité. Il y a déjà des marchés qui sont annulés à Gisors, par exemple, sur décision de la municipalité. À Fécamp aussi, ce week-end. Samedi prochain, le marché de Fécamp est annulé. Le samedi suivant aussi. À la ville de Rouen, ils ont décidé pour l'instant de maintenir les marchés du week-end. Donc c'est à suivre avec beaucoup d'importance, et notamment la question d'internautes sur les agriculteurs. Ils pensaient peut-être aussi aux maraîchers qui ont été fortement impactés pendant les semaines qui ont suivi l'incendie du Lubrizol le 26 septembre. Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris Normandie, merci d'avoir ouvert et poursuivi d'ailleurs jusqu'à cette heure de 12h45 sur les sujets d'actualité. On vous laisse retourner à votre bureau et je vais y arriver. Thomas Dubois va nous rejoindre également, journaliste à Paris Normandie. Pour ne pas vous oublier, on a peut-être, Anthony Cadroy, fait les réponses, mais quand même pour montrer qu'effectivement on prend toutes les demandes en compte. Je dois aller voir quelqu'un de ma famille qui a 79 ans, qui est à 15 km. Puis-je aller le voir ? La réponse est non. Malheureusement, on ne peut pas aller voir ses proches, notamment des personnes qui font partie des populations à risque. Là, l'idée, c'est effectivement de privilégier le téléphone, de privilégier, si c'est possible, le Skype. On protège les aînés. On protège les aînés, on se protège soi-même. On limite, de toute façon, c'est le mot d'ordre depuis le début, on limite les contacts, on fait en sorte d'être en contact avec le moins de monde possible. Et a fortiori, les aînés qui peuvent présenter des comorbidités, on évite. Alors, vous nous dites aussi, merci, vous êtes nombreux à nous suivre. Pourquoi les employés de la ville de Hauteville-sur-Mer circulent à 2 dans des véhicules municipaux ? Bon, là, on manque effectivement d'informations. Alors, vous dire pourquoi, là, honnêtement... Mais il faut effectivement, si les personnes si les employés ont le sentiment que leur intégrité physique peut être mise en cause dans ces moments-là, peut-être poser un doigt de retrait ou se renseigner déjà auprès des instances. Mais en théorie, il ne devrait pas. En théorie, non. Et en pratique aussi. Bonjour Thomas Dubois. Bonjour. Alors je sais qu'on a Laurent Bonnater en ligne. Laurent Bonnater, bonjour. Bonjour, on ne vous entend pas fort, mais je crois que ça va s'arranger. Moi, je suis devant mon téléphone. Voilà, non, c'est bon. Là, c'est la régie a relevé le niveau de son pour nous, c'est parfait. On vous souhaite la bienvenue sur le plateau de PNTV pour ce numéro 3 de l'émission quotidienne, tous les jours à midi, ligne ouverte. Vous êtes, je le rappelle, c'est écrit en petit sur votre synthé, mais vous êtes le président de Rouen Tourisme et Congrès, Rouen Normandie Tourisme et Congrès, c'est-à-dire plus simplement Office de tourisme métropolitaine. Voilà, je laisse aussi mes collègues avec vous poser les premières questions, mais simplement nous dire, on a hier filmé des images de l'Office de tourisme, et bien comme tous les bâtiments, elle est vide. On a des images d'illustration d'ailleurs pendant que vous allez nous parler. Comment vous vivez cette situation en tant que président de cette institution ?
Alors, effectivement, merci beaucoup de votre invitation. Donc, je suis président de l'Office de tourisme de la métropole et on va en parler tout de suite. Je suis aussi et surtout maire de Caudebec-les-Elbeuf. C'est dans mon bureau de maire de Caudebec que je vous parle. Et j'espère qu'on aura un petit point précis sur le quotidien de nos concitoyens, qui est quand même la chose la plus importante. On l'a entendu dans vos échanges tout à l'heure. C'est comment s'organise la vie quotidienne de nos concitoyens dans cette crise. Sur l'Office de tourisme, les choses sont malheureusement très simples. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de visites. Notre toute petite partie administrative est en télétravail. La directrice générale Delphine Croc, avec qui je fais des points tous les jours par téléphone, suit les affaires à distance depuis chez elle. On envoie les affaires administratives en télétravail, mais tous nos collaborateurs qui étaient au contact évidemment du public, de l'accueil, des professionnels sont arrêtés et on a été obligé de prendre des mesures de chômage partiel. Laurent Bonnater, bonjour. On va plutôt revenir effectivement sur la partie que vous évoquiez en préambule, c'est la vie locale. Comment elle s'organise aujourd'hui à Caudebec-les-Elbeuf? Est-ce qu'on peut peut-être donner des exemples très concrets? Oui, très concrètement, vous parliez tout à l'heure, là, je vous écoutais de choses effectivement concrètes qui concernent nos concitoyens. Il y a la question des marchés, des commerces de proximité. Moi, je suis très attentif à ce que, évidemment, dans les conditions d'hygiène et sanitaires les plus fermes possibles, on maintienne ce lien de proximité. Pourquoi ? Parce que déjà c'est très près. Caudebec, c'est une ville de 10 000 habitants, mais les distances sont assez courtes, donc on peut aller faire ses courses très facilement chez ces commerces de proximité sans faire de grands déplacements. On évite les effets de foule des grandes surfaces et des supermarchés. En plus, le marché de plein air, il y en a 2 à Caudebec, un vendredi matin, donc demain matin, qui aura lieu pour les produits alimentaires, et un dimanche qui, j'espère, aura lieu aussi pour les produits alimentaires. Évidemment, on est en plein air, donc les risques de contagion sont beaucoup plus faibles. Et en tenant évidemment nos distances de sécurité. J'ai fait un tout petit... Laurent Bonnater, vous parlez de sécurité. Justement, une question qu'on a abordée avant de vous prendre en ligne, c'était une question d'un internaute qui s'étonnait dans une autre commune de la région de voir 2 employés municipaux dans une même voiture. Est-ce que déjà c'est normal? Est-ce qu'il y a des passe-droits entre guillemets? Et vous, au niveau de Caudebec-les-Elbeuf, quelles sont les directives que vous avez mises en place? Alors, nous avons une toute petite partie de nos salariés qui travaillent, les autres sont rentrés chez eux. Toute la partie administrative, la paye, la RH, la compta, l'administration travaille en télétravail depuis chez eux, donc ils évitent les déplacements, ils évitent les contacts, et ça ne les empêche pas de suivre les affaires courantes, et qui naturellement réduisent. On a beaucoup moins d'affaires courantes qu'en mode classique, évidemment. Pour ce qui sont des agents de terrain, nous avons une permanence police municipale qui est là, et puis nous avons une présence technique pour la propreté, pour le nettoyage. Évidemment, nos agents maintiennent entre eux des distances de sécurité. Mais dans un véhicule? Dans un véhicule, 2 policiers municipaux, à partir du moment où ils sont tous les 2 réputés en bonne santé, ça ne me choque pas. Vous voyez, 2 policiers municipaux qui se déplacent dans la même voiture, ça ne pose pas de problème. Mais la majorité de nos agents sont seuls dans leurs fonctions, seuls dans leur véhicule, seuls sur le terrain. Et on parle de quelques dizaines d'agents. Vous voyez, sur 200 agents de la mairie de Caudebec, il y en a que quelques dizaines qui sont déployés aujourd'hui sur le terrain et dans des conditions sanitaires les meilleures possibles. On imagine qu'il y a toute la question de la continuité aussi des services publics qui se pose forcément pour une mairie. Est-ce que vos concitoyens aujourd'hui sont compréhensifs? Quelles sont les difficultés éventuellement que vous pouvez rencontrer aujourd'hui? Alors, ils sont très compréhensifs. À Caudebec-les-Elbeuf, plutôt bien organisés et plutôt respectueux des règles. On a évidemment eu ces derniers jours quelques jeunes qui ont tenté des sorties qu'on a évidemment rappelées à l'ordre et ramenées chez eux très rapidement. Mais l'immense majorité de nos concitoyens respectent les consignes. Ils sortent à l'unité, tout seuls, pour aller faire leurs courses. J'ai croisé ce matin, quand moi-même je suis sorti, je ne suis pas sorti avant 11h30 pour moi aussi donner le bon exemple. J'ai croisé des gens tout seuls qui allaient acheter une baguette de pain, des fruits et légumes, du fromage. Nous avons cette chance d'avoir ces commerces de proximité qui sont ouverts et qu'il faut faire travailler, j'y reviens. Et puis, ils sont beaucoup plus respectueux de la période, dans le sens où ils ne viennent pas nous appeler, nous voir pour nous demander des choses du classique, du quotidien. Deux questions, oui. Laurent Bonnater. Une question simple pour vous en tant que maire. Est-ce que vous allez prendre des dispositions pour
interdire les marchés sur votre commune pendant la crise? Et une deuxième question avec votre casquette tourisme cette fois-ci, comment vous allez vous organiser pour les établissements au niveau des aides? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont être débloquées en termes d'aide financière, mais peut-être en termes de communication. Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir à une communication post-crise? Alors, j'ai pas bien compris votre deuxième question. Sur les marchés, je viens de le dire, je suis pour que les marchés de plein air restent ouverts. Sur la filière alimentaire, évidemment, il ne s'agit pas d'aller acheter des sacs à main ou de la lingerie, il s'agit d'aller acheter des biens de première nécessité. Donc sur l'alimentaire, je souhaite que les marchés... Ça va rester ouvert, donc à Caudebec. Et qui reste ouvert avec une organisation humaine qui fasse qu'on ait de la place pour ne pas être les uns sur les autres. Ça, et la deuxième question concernait le tourisme. Donc, on sait que le tourisme, notamment dans l'agglomération rouennaise, a été pas mal secoué ces derniers temps. Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir, au-delà des aides financières qui vont être mises en place, est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir à une communication post-crise? Bien sûr, on réfléchit à ça. On réfléchit surtout à une communication pendant la crise. Vous savez qu'à l'Office de tourisme de Rouen, on a un partenariat très important avec environ 600 partenaires qui sont des hôteliers, des restaurateurs, des commerces. Et donc, notre directrice générale et son équipe, à distance, leur envoient en temps réel les informations quand on en a, les points de situation, notamment tout ce qui concerne les informations que nous donne notre organisation professionnelle du tourisme, ce que nous donne aussi le ministère de l'économie. Et donc, c'est très important que cette information soit partagée, que les professionnels sachent ce qu'ils peuvent faire. Après, pour le post-crise, malheureusement, et excusez-moi cet éclairage, mais à Rouen, ça fait quand même plusieurs fois qu'on est dans le post-crise, et évidemment, on avait tous déjà envisagé un rebond après du brisol, et il faudra évidemment un rebond après cette crise du coronavirus. Merci beaucoup. Je crois que c'est un peu tôt pour en parler. Ouais. D'abord, il faut traiter la crise sanitaire, et après, la vie reprendra sous des formes qui seront, à mon avis, on reviendra vers vous pour évoquer tout ça. Merci beaucoup, Laurent Bonnater, d'être intervenu en direct. Merci beaucoup, parce que justement, juste avant que vous ne quittiez notre plateau par téléphone, Laurent Bonnater, je vous fais part d'une remarque de l'un des fidèles qui nous suivent et qui nous dit « Il est essentiel de conserver ce type d'émission que nous faisons là avec vous, ce type d'émission en direct avec les citoyens pour répondre à leurs questions. » Et encore une fois, ça va dans le sens exactement de ce qu'on veut faire. Et même pour les jours qui viennent, toute la semaine prochaine, tous les jours à midi, on va consacrer de plus en plus de temps dans ce programme à répondre à vos questions. Merci Laurent Bonnater, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, on va terminer par un petit coup de projecteur sur le travail des notaires. Oui, il se pose beaucoup de questions sur les actes notariés qui régissent notre vie quotidienne depuis la naissance et malheureusement jusqu'à la mort. Éric Ringard, qui va être en ligne avec nous dans quelques instants plutôt, va nous faire un petit topo synthétique, et puis la semaine prochaine on va consacrer beaucoup plus de temps avec lui pour répondre à toutes vos questions, parce que vous vous en posez énormément dans ce domaine. Est-ce qu'on a Éric Ringard en ligne ou pas encore? Ce qu'on peut déjà dire sur les notaires, puisque c'est vrai que c'est un métier auquel on n'a pas forcément pensé tout de suite, mais on en a besoin pour tout ce qui est achat de maison, etc., c'est que ça bloque le fait que les notaires ne puissent pas ouvrir au public, ça bloque des achats de maison. Donc il y a plein de questions à aborder avec lui, notamment toute la question du logement. Effectivement, quand on prévoit d'acheter une maison, c'est aussi pour s'y installer. De grosses questions sur l'immobilier. Voilà, il y a de grosses questions sur l'immobilier. Alors on aura aussi, Anthony, vous avez tout à fait raison, l'immobilier, ça fait partie des sujets qui nous touchent de très très près. Également, la semaine prochaine, on va passer du temps avec des agents immobiliers qui sont aussi à la peine. On va passer du temps aussi avec des avocats, surtout pour déjà vous raconter comment se pratique la continuité de la vie judiciaire, comment fonctionnent les tribunaux en cette période, et également des avocats spécialisés en droit du travail, parce que là encore, vous avez beaucoup de questions, tant les situations des uns et des autres sont différentes. Il y a la question des déménagements aussi, très clairement, oui. Et sans trahir de secret sur nos vies privées, mais on est tous, certains d'entre nous sont concernés aujourd'hui, tout simplement le fait de pouvoir quitter un logement, de déménager parce qu'on est locataire et que les préavis, aujourd'hui tout est remis en cause, et c'est vrai que j'espère qu'Éric Ringard va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Il est en ligne, Éric Ringard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors, Éric Ringard, vous êtes le notaire, vous intervenez déjà en votre nom propre de votre étude, et puis il faut dire aussi qu'au sein des notaires normands, vous êtes celui qui a la responsabilité de la communication. Ça légitime encore plus votre présence aujourd'hui à nos côtés. Alors, Thomas, qu'est-ce qui vous viendrait comme première question? Il y a énormément de questions qui se posent aujourd'hui autour de l'immobilier.
là, on en parlait à l'instant tout de suite, simplement la question des locations, hein, des locataires aujourd'hui qui ont déposé un préavis, qui doivent déménager, mais qui aujourd'hui se retrouvent coincés. Est-ce qu'on attend précisément déjà des textes sur le sujet qui doivent organiser tout ça ? Alors, pour le moment, tout dépendra un petit peu, évidemment, et c'est dans tous les domaines la même chose, des délais, en fait, de ce confinement. Nous, aujourd'hui, en ce qui concerne les études de notaire, effectivement, on assure un service public, mais un peu au ralenti, parce qu'aujourd'hui, déjà pour préserver la santé de nos clients et puis la santé aussi de nos collaborateurs, les études de notaire sont complètement fermées au public. Et d'un point de vue, je vous interromps, mais on parlait juste avant de vous prendre en ligne des personnes qui doivent acheter une maison, qui doivent passer devant le notaire pour signer des documents. Comment ça se passe à ce niveau-là, très concrètement ? Alors, très concrètement, tout ce qui est en cours actuellement, on est en train de mettre en œuvre donc des signatures sans présence des clients, en proposant notamment la signature de procuration. Donc on leur envoie des procurations et ça permet aux clients et aux notaires ensuite de signer des actes sans la présence des clients, avec les éventuels collaborateurs, quand il y en a dans les études. Alors, il faut dire, Éric Ringard, que finalement, vous bénéficiez d'une chose, c'est que le travail des notaires, le travail des études, depuis quelques années, c'est énormément numérisé, et que ça doit vous aider beaucoup, d'ailleurs, dans la situation actuelle. Complètement. C'est vrai que tout ce qui est dématérialisé aujourd'hui, que ce soit d'abord évidemment Internet et mail, et puis maintenant les systèmes de visioconférence nous permettent de continuer à signer des actes, même si aujourd'hui on est également confronté, parce que les gens qui achètent une maison se posent le problème notamment des déménagements ou des remises de clés par exemple, et donc là les gens s'organisent un peu de manière pragmatique, et on suit ensuite comme on peut, pour débloquer des fonds dans les banques et ensuite régulariser les actes. Je reviens juste sur une question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des textes, des décrets qui doivent paraître, qui sont attendus ? Quelles sont vos infos là, à ce niveau-là ? Non, pour l'instant, on n'a pas d'informations officielles s'agissant de textes spécifiques pour décaler ou adapter des signatures de location ou de vente. Vous le voyez comme nous, les choses évoluent d'heure en heure et de jour en jour. Donc là, au moment où nous parlons, il n'y a pas de dispositif spécifique pour le moment. On assume notre service public du mieux que l'on peut. Éric Ringard, je fais juste un petit break. J'interromps un peu l'échange qu'on a avec vous pour toujours coller le plus possible aux réactions et aux commentaires des internautes qui nous suivent. Messieurs, sur le plateau, quelqu'un nous dit depuis quelques jours, je sors brièvement de temps en temps pour des raisons bien sûr justifiées, et on nous dit, je note ici ou là parfois des rassemblements de personnes que je ne comprends pas. Ben ça, on en parle depuis le début de cette émission et même dans les émissions précédentes, c'est le civisme qui doit primer. Et il dit, je ne sais pas comment on peut faire comprendre à ces personnes qui continuent à se regrouper qu'il ne faudrait pas le faire. À part répéter encore et encore, restez chez vous, les gestes barrières, la distance entre les personnes. Si les gens ne veulent pas comprendre, après, nous, on ne peut que transmettre le message, que le rappeler, que le marteler. Alors, on note cependant, il faut le dire quand même, un civisme relativement important, parce que, je le disais tout à l'heure, quand nous, on va faire des reportages en centre-ville, on s'aperçoit qu'il y a vraiment personne, et pour autant on ne note pas de force de police en nombre important, comme quoi nos concitoyens respectent quand même bien les consignes. Oui, je crois qu'Anthony l'avait dit il y a 2 ou 3 jours ici même. Moi-même, je vais en vélo le matin et je traverse une partie de la rive gauche à Rouen. J'oserais presque dire que c'est agréable, parce que ça roule, la circulation, et il n'y a personne. Et pour le coup, non, il faut quand même constater qu'effectivement, il y a peut-être des regroupements. Moi, à titre personnel, j'en ai pas constaté. Globalement, les consignes sont bien suivies. Certains nous disent sur les quais, parfois. Alors, sur les quais, on travaille sur les quais, donc on passe régulièrement sur les quais. À titre personnel, j'ai rien vu hier, j'ai pas vu de rassemblement de plus de quelques personnes. Hier vers 17h, alors il s'agit peut-être des gens qui saisissent l'occasion de venir faire un peu de sport, ce qui est permis individuellement. Bon. Peut-être. Je ne sais pas si Éric Ringard a une idée là-dessus. Une internaute nous relance, et elle a raison de le faire, merci à vous, sur les maisons d'arrêt et sur les détenus. Qu'en est-il ?
Est-ce qu'on a une réponse à apporter à cette personne? Alors, on va peut-être revenir d'abord sur Éric Ringard, parce qu'il est en ligne avec nous. Moi, j'avais une question. Anthony, j'y répondrai peut-être après. Ne me mettez pas la pression, Sylvain, s'il vous plaît. Éric Ringard, j'ai tout de même une question. On parlait des ventes, des signatures, etc. Mais il y a forcément une contrainte qui se pose. Vous qui faites, vous faites également de la vente immobilière, donc les visites, c'est impossible en ce moment. Ah oui, complètement. Pour pouvoir... alors, c'est impossible, sauf à respecter les gestes de protection impératifs, mais en même temps, pour pouvoir le mieux se protéger, c'est d'éviter carrément de sortir, et donc les visites. Effectivement, ça vient complètement impacter le rythme des nouvelles transactions, des nouveaux compromis de vente. Question pratico-pratique, est-ce que des ventes pourraient être cassées en raison de la crise actuelle, de la crise sanitaire ? Est-ce que des dossiers qui sont en cours pourraient être abandonnés ou annulés, tout simplement? Alors, au moment où on se parle, il ne me semble pas que ça soit le cas, puisqu'on est sur un cas de force majeure, mais pour pouvoir invoquer effectivement une force majeure qui puisse casser un contrat, il faudrait que ça s'allonge dans une durée extrêmement importante, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc pour le moment, les choses peuvent être un petit peu suspendues. On évoque au gré des dossiers de temps en temps des décalages de signature ou des reports de conditions suspensives par exemple, mais on n'en est pas sur des motifs de casser des dossiers en cours. Oui, Éric Ringard, la question très concrète, elle s'adresse tout à fait à vous. Un internaute nous dit à l'instant, je suis en préavis pour quitter mon logement locatif, et ça doit être avant au 31 mars, quitter le logement locatif le 31 mars, et je déménage le 28 mars pour ma nouvelle maison ou appartement. Alors, on a la réponse. On répète. La question. Vous avez compris? La question, c'est de savoir comment faire son état des lieux. Non, c'est pas ça. Non. Il quitte. Enfin, son préavis pour quitter son logement locatif intervient le 31 mars, et lui, il déménage le 28. En clair, est-ce que les préavis vont être prolongés? Voilà. Ah bah ça, je pense que s'il en a besoin, il serait bien de contacter effectivement son propriétaire actuel, parce que j'imagine que sa difficulté, c'est d'organiser l'emménagement et le déménagement. Alors, d'organiser le déménagement et l'emménagement, ce qui est impossible de toute façon en ce moment. On verra bien à ce moment-là, pour cet internaute, où on en sera le 28 mars. Oui, la question, c'est est-ce que le préavis peut être prolongé? Est-ce que le préavis peut être prolongé? Oui. Il me semble que dans ce qu'a annoncé hier Édouard Philippe lors de son intervention, les préavis sont automatiquement prolongés aujourd'hui. Oui, tout à fait. Après, effectivement, s'il y avait un autre locataire qui avait prévu d'emménager le lendemain de son départ, effectivement, on est dans une chaîne aussi. Et voilà, les gens ça se télescope. Quand même s'informer, parce qu'il ne faudrait pas que la poursuite de son préavis vienne gêner quelqu'un qui lui-même ne se retrouverait sans logement. C'est l'effet domino, mais effectivement, le préavis de la personne qui devait emménager va être prolongé également. Et en sachant que les entreprises de déménagement sont a priori autorisées à exercer leur activité, normalement, même si certains syndicats professionnels appellent les sociétés à ne pas travailler, mais a priori elles sont toujours autorisées à le faire, il me semble. Oui, il faut qu'elles s'organisent, puisque le logement et puis les prévisions d'emménagement et déménagement, aujourd'hui, ça reste quand même avec quand même tout ce qui est nourriture, un élément essentiel de la vie. Donc, Éric Ringard, je vous propose, écoutez, nous vous remercions, Anthony, Thomas et moi, on vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On va considérer que c'était, entre guillemets, une mise en bouche, et on vous propose de réintervenir, mais alors plus longuement, pour une spéciale immobilier en particulier, mais pas seulement, concernant tous les actes notariés qui régissent notre vie tout au long des années qui passent. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Avec grand plaisir, parce qu'il faudra évidemment penser à préparer la reprise. Ok, écoutez, on vous recontacte pour passer plus de temps. Un peu d'optimisme, c'est bien. Voilà, il faut un peu d'optimisme, on a du mal à en trouver, mais ça fait du bien. Merci encore, maître, d'avoir passé ces moments, et on vous dit à la semaine prochaine. Messieurs, à bientôt. C'est le moment de la conclusion. Juste avant qu'on vous envoie le numéro 2 de la vidéo très créative, vous savez, ces gens qui nous font ça à Dieppe et qui ont décidé de nous alimenter un peu en images, alors pour être un peu plus léger. Mais juste avant, Thomas. Juste Sylvain, peut-être pour répondre à la
question qui a été posée tout à l'heure par l'internaute sur le sujet des prisons. Alors je n'ai pas la réponse, simplement, mais par contre signaler que une de nos journalistes, de nos consoeurs, Élise Kergal, travaille sur le sujet et ce sera dans notre édition demain de Paris Normandie. Alors écoutez, effectivement, pour tout ce qui concerne les faits de justice et de police, rentrent dans cette catégorie bien sûr les maisons d'arrêt et la vie des détenus. Eh bien, nous avons des journalistes spécialisés à Paris Normandie qui vont pouvoir vous répondre. Et ce que je vous propose, vous qui nous avez posé la question, mais la question déjà, elle a été posée plusieurs fois, puisque avant-hier, d'autres personnes nous l'avaient posée. Eh bien, on va faire des spéciales la semaine prochaine également, puisque nous n'interviendrons pas ni samedi ni dimanche, c'est du lundi au vendredi, ce ligne ouverte, avec les spécialistes police-justice de Paris Normandie. Voilà. Et puis, on va pas. Oui, je l'avais oublié d'ailleurs, excusez-moi. On essaie d'aller sur les différents lieux du territoire. Nous allons à Évreux pour finir, et la petite vidéo, ça sera juste après. On est avec Vincent Le Gallois. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors Vincent, vous êtes journaliste et vous êtes chef d'agence de la rédaction de Paris Normandie à Évreux. On était au Havre hier ou avant-hier, je ne sais plus. On est à Évreux et puis on continuera sur les différents points du territoire dans chaque numéro de Ligne Ouverte. On vous laisse nous dire comment ça se passe à Évreux. Techniquement, ça se passe de façon très très inédite, mais comme dans toutes les rédactions de Paris Normandie. Pour vous donner une idée, là aujourd'hui à la rédaction, je suis tout seul. Mais ça ne veut pas dire que je suis seul à travailler, bien au contraire. Alors on a des images d'Évreux, pendant que vous continuez à nous expliquer. Donc Évreux qui était qui est relativement vide, même si on a dans l'après-midi, dès qu'il y a un rayon de soleil, des gens qui sortent. Y compris en groupe, là, à l'instant même où je vous parle, il y a un groupe de 6 personnes qui passent devant l'agence. Je ne sais pas si c'est très réglementaire, mais en tout cas, ces gens se promènent. Donc oui, on a une présence policière très discrète. Il y a des contrôles comme partout, mais c'est encore relativement léger. Et au niveau du fonctionnement de notre travail au quotidien, c'est essentiellement du télétravail et un petit peu de terrain quand même. Thomas. Vincent, quelles sont les remarques peut-être est-ce que les lecteurs viennent vers l'agence de Paris Normandie avec des questions à poser? Quelles sont les principales questions qui vous parviennent? Alors, on a très peu de visites physiques. Par contre, on a des appels, comme ce matin, un habitant d'Évreux qui voulait s'abonner à Paris Normandie pour être au courant de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, on peut lui rappeler voilà, qu'il y a justement pour la solidarité et pour rester informé une offre qui a été mise en place de 15 jours avec couplée à une offre d'abonnement numérique, une offre gratuite. Voilà, donc on a pu l'orienter, le renseigner. Sinon, les gens sont preneurs d'informations pratiques en fait. Est-ce qu'on va ramasser mes poubelles? Est-ce que le marché aura bien lieu samedi en centre-ville ou dimanche à la Madeleine? Voilà, justement, les marchés, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été décidé sur Évreux? On a du mal à se faire une philosophie sur les marchés actuellement. Voilà, non, mais je crois qu'il y a autant de religions que de clochers. En tout cas, ici à Évreux, les marchés sont maintenus. À l'heure où je vous parle, on a encore demandé confirmation il y a 2 heures. Donc il y aura le marché du centre-ville samedi et le marché de la Madeleine qui est aussi très fréquenté le dimanche. Vincent, peut-être, vous êtes avec nous, puisque on est un peu en famille, Paris Normandie, avec vous qui êtes en ligne. J'ai une dame là qui nous pose une question. J'ai 2 enfants qui sont malvoyants, qui ont absolument besoin de sortir pour prendre l'air. Est-ce que je peux descendre en bas, à proximité du domicile, pour leur faire un peu de bien? Là, je pense pas que ça pose de problème de sortir. Tant que c'est à proximité du domicile... Je sais pas, Thomas, vous faites la moue? Oui, non, je pense que oui. Je pense que pour le coup, ce serait faire du zèle que d'embêter cette pauvre dame. Il y a un moment donné, il faut garder aussi le sens. Les forces de l'ordre, ça reste des humains quand même. Donc je pense qu'à partir du moment où aussi on joue le jeu d'avoir l'attestation de déplacement dérogatoire, on le répète, mais sur soi, oui, on peut quand même aller serrer. Surtout dans le cas qui nous est posé là de ces 2 enfants qui sont malvoyants. Ce qui peut poser problème, c'est si cette dame prend sa voiture, fait 10 km pour aller se promener. Voilà, il faut rester à proximité de chez soi.
On a bien vu que dans de nombreux cas de verbalisation, parce que au tout début c'était de la sensibilisation, de la pédagogie, et puis là ça commence à verbaliser, c'est surtout lorsque des gens se trouvent à distance de leur domicile sans raison particulière. Il y a eu 4095 amendes hier en France qui ont été dressées pour des cas bien spécifiques. Regardez, pendant qu'on continue la discussion, on a des images du marché de Vernon là, qui vont arriver. Voilà. Vincent, vous avez eu des chiffres localement sur d'éventuelles interpellations, de verbalisation? Non, nous, les échos qu'on a eus, en tout cas hier, la tendance était encore à la prévention hier. D'accord. Voilà, des images du marché de Vernon là, qui viennent de nous arriver. Anthony, vous vouliez revenir sur cette question relative aux détenus. Oui, je voulais juste, parce qu'on a pris effectivement Vincent en ligne, et je le remercie. Merci beaucoup Vincent. Il n'y a pas de problème. On se retrouve peut-être la semaine prochaine sur plus d'infos en provenance d'Évreux. Sur la question des maisons d'arrêt et des centres de détention, les parloirs actuellement sont suspendus. Donc voilà, ça répond déjà en partie aux interrogations de l'internaute. Il n'y a pas de parloir en ce moment dans les prisons françaises, ce qui pose d'ailleurs des problèmes en termes de sécurité, puisqu'il y a eu des débuts de je ne vais pas dire de mutinerie, ce serait un mot un peu fort, mais en tout cas, il y a des prisonniers des mouvements un peu violents qui ont décidé de ne pas réintégrer leurs cellules dans certaines prisons françaises pour contester cette décision. Thomas, peut-être même question que j'ai posée tout à l'heure à Anthony, et vous qui êtes au contact de l'info en permanence, puisque vous faites partie des équipes de journalistes de Paris-Normandie qui alimentent l'ensemble des supports, que ce soit en numérique, que ce soit en web. L'info va vite, elle change chaque jour. Qu'est-ce qui, depuis 24 heures, a retenu particulièrement votre attention? Alors, pas forcément en tant que journaliste, mais peut-être tout simplement en tant qu'être humain, qui, comme nous tous, bien que vous soyez journaliste, vit cette période avec toutes ces contraintes. Alors, il y a un sujet, alors peut-être qu'Anthony en a parlé déjà. Alors, assez étonnamment, il y a une sorte de facilité presque en ce moment. Il y a une presse de bienveillance qui s'est installée, et c'est vrai qu'on fait du bien. On en parlait on a affaire généralement à beaucoup de chargés des relations de presse, de chargés de communication qui eux aussi sont chez eux, et on se rend compte que moi j'ai eu le cas il y a 48 heures où une chargée de communication qui était en train de donner le bain à sa fille parce qu'elle était confinée, et on se rend compte tout d'un coup on se remet à discuter, pas seulement entre professionnels mais aussi entre humains qui partagent aussi les mêmes préoccupations, et c'est pas si désagréable que ça. Ça rejoint un commentaire qu'on entend beaucoup chez des personnes qui s'expriment dans les médias. J'ai cru d'ailleurs dans les couloirs ou dans les liaisons audioconférences qu'on a avec les équipes et puis avec notre directeur général, plus jamais rien ne sera comme avant. Anthony ? Plus jamais, ça, on verra ça à la fin de la crise. En attendant, il y a du... Mais je veux dire dans les relations sociales, par exemple. C'est d'un point de vue purement personnel, mais peut-être qu'il y a du positif qui peut émerger de tout ça. On verra bien. On parlait tout à l'heure de l'impact sur la nature, sur l'environnement. On verra au fur et à mesure l'impact que ça peut avoir sur la qualité de l'air, par exemple, sur les rapports humains. Oui, Thomas le disait, effectivement, pour rebondir là-dessus, on se retrouve avec des personnes qu'on croise d'habitude dans des conditions très formelles ou très formalisées, comme on veut. Et là, oui, ça, quelque part, il y a une espèce de détente qui se crée. Après, je crains que parfois, là, on est dans une espèce de bulle. Si la situation n'est à durer, peut-être que les gens repartiront sur des vieilles habitudes, pas forcément. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation aujourd'hui d'union, où on se serre les coudes. Et je pense que l'intervention déjà d'Hervé Morin tout à l'heure le laissait présager. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va revenir aussi le temps des polémiques, il va y avoir beaucoup de critiques, et forcément, les langues après vont se délier, et c'est pas dit que cette bienveillance elle s'installe. Donc, même si je l'espère, en tout cas, pour l'instant, tout le monde fait bloc. Pour l'instant. Tout le monde fait bloc. Et c'est le moins qu'on puisse attendre, notamment tous les leaders politiques, quels qu'ils soient. Ah oui, on attend de toute façon. On est dans une situation de crise inédite. C'est pas le moment, mais ça, tout le monde, toutes les personnalités politiques que nous avons pu avoir en ligne depuis le début de la crise sanitaire le disent. Là, c'est pas le temps des polémiques, mais même les responsables syndicaux qu'on a pu contacter dans le milieu médical, qui sont pas tendres d'habitude avec le gouvernement, et on peut comprendre pourquoi, là disent voilà, nous on y va. On a entendu ce qu'a dit le président, qui nous a largement félicité, et on le prend.
On n'oublie pas que derrière, on aura encore des choses à demander en termes de salaire, en termes de moyens matériels. Mais en attendant, on fait bloc, on est là. Ce qui prime, c'est la santé de tous, c'est de sauver le maximum de vies. Évidemment, les choses ne seront plus comme avant, c'est sûr. Mais je pense que le secteur hospitalier saura s'en souvenir dans quelques temps. Vous avez raison. On a pour finir Marc Braun, journaliste économique à Paris-Normandie, qui souhaitait nous rejoindre sur le plateau. Marc, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Marc. Oui, vous vouliez nous communiquer des informations, Marc Braun. Oui, juste très rapidement. Donc bonjour à tous. Moi, je suis sur le plateau du Roumois à Saint-Ouen-du-Tilleul. Je suis confiné, je suis en télétravail, mais j'ai pu faire tâter le terrain, on va dire, depuis le premier tour des municipales. Je suis allé voir les commerçants qui s'organisent tranquillement, mais je voulais déjà vous livrer une information soufflée par un de mes confrères de la rédaction locale de Rouen, Benoît Marin-Curtou. Il me souffle qu'à Desvilles-les-Rouen, l'entreprise Novacell, qui historiquement fabrique du film plastique, c'est de la protection de surface contre les rayures, les salissures, Novacell à Desvilles s'apprêterait à fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc ça serait une bonne information pour l'agglomération rouennaise. Ce que je voulais vous dire par ailleurs, en ayant fait le tour de quelques dépositaires de Paris-Normandie, c'est que le laisser-passer à découper et part très vite, et donc c'est très bien, c'est très, très bienvenu, me disent les dépositaires. Les gens l'utilisent allègrement, d'autant plus qu'ils n'ont pas forcément d'imprimerie à disposition. Et enfin, dernière petite info pour les médecins du secteur de l'Eure, de ce plateau du Roumois, les pharmacies, de toute évidence, viennent d'être dotées ce matin de masques pour les généralistes et les infirmières. Donc c'est que les promesses faites sont pour l'instant tenues. En vrac. Ça veut dire que, en tout cas pour les masques, ça veut dire que les promesses qui ont été faites récemment, en tout cas pour ce secteur-là, sont tenues. Merci beaucoup, voilà, Marc Braun. Voilà. Comme quoi, voilà, nous sommes tous en direct, que l'on soit les quelques résistants, si je puis dire, qui sont obligés d'être ici, bien sûr, pour on n'est pas obligé. Faire vivre. On n'est pas obligé ? On n'est pas obligé. Si, c'est l'obligation de l'info, Anthony. L'obligation de l'info, mais... Non. Et on le fait avec beaucoup de plaisir, encore une fois, pour informer, mais surtout partager. On termine, Thomas et Anthony, avec le numéro 2. On vous a proposé, pour terminer hier, une petite vidéo, plutôt sur le ton humoristique. Eh bien, ça nous vient de Dieppe. On a dit, est-ce qu'il y a un numéro 2 après le numéro 1 ? On nous a dit oui. Ben voilà, donc écoutez, on se quitte en images. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, on sera, nous, fidèles au rendez-vous demain à midi, à nouveau pour vous délivrer beaucoup d'informations et à nouveau pour interagir. À demain et portez-vous bien. Et surtout, protégez-vous bien. Et restez chez vous. Et restez chez vous. Oh, en cœur. Chips. Hey, Audrey, t'es encore sur ton téléphone. Non, je regarde les infos en fait. Tu connais, Paris-Normandie a créé un truc qui est super chouette, ça s'appelle la quinzaine solidaire. J'ai pris un abonnement print à mes parents. Ouais. Donc ils vont recevoir le journal gratuitement pendant 15 jours. Ils vont recevoir le journal dans la boîte aux lettres tous les jours, ça évite pour eux d'aller l'acheter. Et puis à l'intérieur, il y a même 4 attestations. Donc en plus, ils n'ont pas d'imprimante, c'est plus facile pour se déplacer, les fameuses attestations. Génial. Et moi, je bénéficie gratuitement des infos web. Donc tu as quinzaine solidaire, gratuitement, le print et le web pendant 15 jours avec toute l'info en direct. Puis ça m'évite de lire Génial. Des bêtises sur les réseaux sociaux parfois. Bon, par contre, moi, je reviens du supermarché. Plus de PQ, plus de pâtes, mais plus de lessive. Ah, ça c'est pas grave. Pourquoi ? Regarde, je vais te montrer. Ouais, donc là, genre, tu vas nous faire de la lessive maison, quoi. En fait, pour faire de la lessive maison, il n'y a rien de plus simple. On a quelques produits ménagers qui sont super utiles et qu'on peut utiliser pour différentes choses, notamment le savon noir et les cristaux de soude. Donc juste du cristaux de soude, du savon noir et de l'eau bouillante. Du bicarbonate de soude, quoi. Non, pas du bicarbonate justement, Ah. des cristaux de soude. C'est un peu différent, tu vois. Si tu peux t'approcher pour regarder, tu vois, c'est un tout petit peu, c'est un tout petit peu différent, voilà. Ok. Alors, vas-y, on fait comment ? Allez, on commence. Alors, tu vois, dans un saladier, je mets les cristaux dessous, donc tu vois, il y a encore des gros morceaux. J'ai mis 1 litre d'eau, qui est donc bouillante. Je vais donc tout renverser, c'est très simple. Tu
Tu vois, c'est super rapide, les cristaux de soude sont tout de suite, quasiment tout de suite dissous. Et dissous, c'est pas cher. Et ma copine Marie pour m'aider. Voilà, une fois que tous les morceaux sont dissous, je rajoute le savon noir. Quelle quantité de savon noir tu mets ? J'allais te dire, donc c'est 50 grammes de cristaux de soude et 150 grammes de savon noir. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que tu vois, non seulement c'est bon pour la planète, parce que c'est non polluant, mais en plus, je ne génère pas de déchets plastiques. Bon allez, moi maintenant j'ai fait le produit. Pour une machine, c'est une tasse, donc je te laisse laver le linge. Moi je vais retourner sur parnormandie.fr pour regarder les infos. Et voilà, j'ai tout gagné.